Une coalition de souverainistes européens, emmenée par la France, la Hongrie et la Slovaquie, vient de porter un coup décisif au pouvoir central de Bruxelles, comme si l'on scellait définitivement le cercueil d'un système jugé autoritaire. Pour beaucoup, c'est peut-être le premier acte de l'effondrement de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, tandis qu'Emmanuel Macron apparaît davantage comme un allié fragilisé que comme un dirigeant maître du jeu. Restez attentifs, car la lettre qui vient d'être révélée pourrait bien vous surprendre. Son contenu promet de mettre en lumière des contradictions et des non-dits venant à la fois de Paris et du cœur des institutions bruxelloises. Visualisez la scène. À Paris comme à Bruxelles, l'atmosphère est électrique. À l'Élysée et dans les bureaux de la Commission, les réunions d'urgence s'enchaînent, tandis que les téléphones n'arrêtent pas de vibrer. Dans les couloirs, Ursula von der Leyen fulmine, le visage fermé, parcourant les bâtiments d'un pas nerveux. Pendant ce temps, depuis la capitale française, Emmanuel Macron s'efforce tant bien que mal d'éteindre l'incendie politique qui s'annonce. La raison de cette agitation ? Marine Le Pen vient d'apporter son soutien à un document qui fait l'effet d'une déflagration. Une lettre dont le contenu menace de provoquer une véritable tempête. En réalité, plusieurs forces dites patriotiques au sein de l'Union, la France, représentée par le Rassemblement national, aux côtés de la Hongrie et de la Slovaquie, ont uni leurs voix pour adresser publiquement une missive à Ursula von der Leyen. Des eurodéputés du RN ont également appuyé cette initiative au Parlement européen. Leur position ne laisse aucune place au doute. Ils réclament son départ immédiat. Oui, vous avez bien compris. Ils demandent que la dirigeante de la Commission quitte son poste. Et dans cette affaire, Emmanuel Macron, considéré comme son partenaire politique le plus loyal, est lui aussi pointé du doigt comme soutien d'un appareil jugé autoritaire. Et le mécanisme est simple. Au sein de l'Union, les États votent et la majorité impose la décision finale. Alors, qui est en train de bâtir une coalition destinée à défier les élites globalisées? La réponse est évidente. Le camp souverainiste. Marine Le Pen, Viktor Orban et Robert Fico apparaissent désormais comme les figures d'un nouvel axe politique. À eux trois, ils transforment déjà Bruxelles et même Paris en terrain inconfortable pour les technocrates installés. Premier résultat concret de ce rapprochement inattendu, la question migratoire commence à changer de direction. Les arrivées ne sont pas totalement stoppées, mais leur volume aurait fortement diminué sous la pression exercée par ces dirigeants patriotes. À Bruxelles, Ursula von der Leyen et l'appareil administratif de l'UE ont dû reculer face aux revendications venues notamment de France via le RN qui exige un contrôle strict des frontières. Dans ce nouveau contexte, la Hongrie et la Slovaquie ne seraient plus contraintes de participer au mécanisme obligatoire de répartition des migrants et certaines sanctions financières auraient été suspendues ou supprimées. Pendant longtemps, Viktor Orban s'est vu infliger une sanction vertigineuse, plus d'1 million d'euros à verser chaque jour, simplement parce que son pays refusait d'ouvrir la porte aux migrants illégaux. Oui, 1 million quotidiennement. Beaucoup y voyaient une pression brutale déguisée en règles européennes, tandis qu'à l'Élysée, Emmanuel Macron ne semblait guère s'en émouvoir. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Les méthodes jugées coercitives venues de Bruxelles semblent avoir été stoppées, et Marine Le Pen n'hésite pas à présenter cela comme une victoire pour les nations qui défendent leur souveraineté. Pour les patriotes, c'est le premier round remporté, et certainement pas le dernier. Dans cette dynamique, la France, portée par Marine Le Pen, chercherait désormais à bâtir une nouvelle alliance politique avec la Hongrie et la Slovaquie, notamment autour d'une ligne plus critique sur la guerre en Ukraine. L'objectif serait de renforcer les liens et l'influence au sein des institutions européennes. C'est en tout cas ce qu'affirment certains proches de Le Pen au Parlement européen. Leur collaboration s'est déjà illustrée avec le soutien collectif à cette fameuse lettre. Et derrière cette initiative, l'ambition est claire. Pousser Ursula von der Leyen à quitter ses fonctions et mettre également Emmanuel Macron face à ses responsabilités politiques. Marine Le Pen envisage aussi un rapprochement avec Robert Fico, le chef du gouvernement slovaque, connu pour partager ses doutes concernant l'aide illimitée envoyée à Kiev. Elle espère également attirer d'autres mouvements populistes d'Europe centrale dans cette stratégie. L'idée serait de préparer des positions communes avant les réunions décisives de l'Union européenne, d'échanger en amont et de se présenter ensuite comme un front politique cohérent et coordonné.
Selon un conseiller du Rassemblement national, cette évolution pourrait rapidement devenir évidente aux yeux de tous. À mesure que cette coopération se structure, elle pourrait compliquer sérieusement les décisions de l'Union européenne concernant l'appui financier et militaire à l'Ukraine. Des décisions que, selon leur critique, Emmanuel Macron soutient en mobilisant des milliards provenant directement des contribuables français. Souvenez-vous de cette alliance qui faisait trembler Bruxelles il y a quelques années. Le groupe de Visegrad, composé de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Tchéquie et de la Pologne. Durant la crise migratoire, ces pays avaient opposé un front solide aux décisions venues de l'UE. Défense stricte des frontières extérieures, politique favorable aux familles et refus catégorique d'accepter une répartition obligatoire des migrants. À l'époque, Varsovie jouait un rôle moteur dans cette coalition. Mais lorsque la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine, l'unité du V4 s'est fissurée jusqu'à quasiment disparaître. Depuis l'arrivée de Donald Tusk au pouvoir, la Pologne s'est clairement alignée sur un soutien fort à Kiev, tandis que Budapest maintient une attitude beaucoup plus prudente. Dans ce nouveau paysage politique, un autre regroupement semble émerger, cette fois avec la France en position centrale, mais sans la participation polonaise. Tusk, fervent défenseur de l'Ukraine, n'a aucune intention de s'associer à Marine Le Pen ou à Viktor Orban. En revanche, Robert Fico partage largement les réserves exprimées par Le Pen. Selon eux, l'Europe devrait privilégier la discussion avec Moscou plutôt que poursuivre une stratégie économique jugée destructrice pour le continent. Le Rassemblement national a subi de nombreuses critiques pour sa prudence face à de nouvelles aides européennes destinées à Kiev. Pourtant, Marine Le Pen reste ferme sur sa position, affirmant qu'il s'agit simplement de bon sens pour protéger les intérêts des Français. Du côté du gouvernement français, le ministre des Affaires étrangères proche de Macron accuse au contraire Le Pen de se laisser manipuler par les courants patriotes présents à Bruxelles. Malgré ces attaques, un réalignement politique autour d'un bloc souverainiste semble progressivement prendre forme. Au Parlement européen, le RN siège au sein du groupe Patriotes pour l'Europe, une formation classée à l'extrême droite et qui constitue aujourd'hui la troisième force politique de l'hémicycle. Ce mouvement ne cesse d'élargir ses relations avec divers partis conservateurs attachés à la souveraineté nationale à travers l'Europe, et même avec certains courants de gauche opposés à la guerre. Et voici peut-être le retournement le plus spectaculaire. Le Parti populaire européen, grande famille politique de centre-droit, pourrait lui aussi finir par lâcher Ursula von der Leyen. Déjà fragilisée par une motion de défiance au Parlement européen, la présidente de la Commission voit sa majorité centriste vaciller. Les enquêtes d'opinion accentuent la pression. En France, près de 6 citoyens sur 10 réclameraient désormais son départ, notamment après l'accord commercial avec le Mercosur, que beaucoup accusent de mettre en péril les agriculteurs français. Depuis 2022, un cercle de réflexion français proche du Rassemblement national s'est discrètement implanté au cœur de Bruxelles et y a développé une influence considérable. Grâce à des connexions qui traversent même l'Atlantique, ce réseau gagne en poids politique, au point d'inquiéter sérieusement les cercles proches de la Commission européenne et du camp macroniste. Pour Marine Le Pen, l'enjeu est désormais clair. Transformer cette dynamique en véritable tremplin vers l'échéance présidentielle de 2027. Pendant ce temps, la formation politique d'Emmanuel Macron voit sa popularité plonger dans les enquêtes d'opinion. Ses conseillers tentent toutefois de relativiser, affirmant que le président reste attentif à ces signaux et que la bataille électorale à venir s'annonce rude. Selon eux, Bruxelles mènerait même une offensive politique coordonnée pour affaiblir le courant patriotique français. Officiellement, la Commission européenne affirme que certains financements ont été suspendus pour des raisons juridiques liées au respect de l'état de droit. Mais pour les adversaires de Bruxelles, cette justification n'est qu'un écran de fumée. À leurs yeux, la véritable motivation serait tout autre. Sanctionner les gouvernements et les mouvements politiques qui refusent l'immigration de masse et contestent l'accumulation de dettes publiques imposées au niveau européen. Dans certains cas, Marine Le Pen va même jusqu'à prendre la défense de commissaires européens ciblés par des accusations jugées infondées. Une partie de la presse évoque des soupçons d'espionnage ou de corruption. Mais pour ses partisans, il s'agit surtout d'opérations médiatiques destinées à salir l'image d'une France qualifiée de patriotique. Le Pen résume sa position par une formule simple. La France entend rester dans l'Union, mais refuse d'y être traitée comme un simple exécutant.
Nous faisons partie de l'ensemble européen, mais certainement pas comme des subordonnés, insiste-t-elle. Entre Bruxelles, Strasbourg et Paris, l'atmosphère est devenue fébrile. Réunions improvisées, appels urgents, discussions tendues. Ce qui semblait encore inimaginable il y a peu se déroule désormais sous les yeux de tous. En soutenant cette alliance et en exigeant davantage de transparence, Marine Le Pen a franchi une étape que les dirigeants de l'Union n'avaient pas anticipée. Un geste qui, selon certains observateurs, pourrait secouer profondément l'équilibre politique européen. On est loin du rituel politique habituel. L'épisode ressemble davantage à un moment charnière digne d'un thriller politique. Par son annonce, Marine Le Pen adresse un défi frontal au pouvoir de Bruxelles et au leadership d'Emmanuel Macron. On pourrait presque l'imaginer devant l'hémicycle, lançant à l'Union européenne un refus net et sans détour. Un geste loin d'être improvisé, mais au contraire pensé avec précision pour produire un choc politique. Elle l'a formulé de manière provocatrice. Selon elle, si l'Union européenne avait déjà possédé ce niveau de contrôle en 2005, la France n'aurait probablement jamais accepté d'y adhérer. L'image est parlante. C'est comme découvrir qu'un partenaire commercial a radicalement changé, au point de se dire rétrospectivement que l'on n'aurait jamais signé l'accord au départ. Il fut un temps où l'idée d'un Frexit se murmurait à voix basse, presque comme un tabou. Aujourd'hui, ce terme est débattu publiquement, avec sérieux et passion. Et forcément, cela agite les milieux politiques traditionnels. Car si la France commence réellement à envisager la sortie, tout un dogme européen vacille. Celui selon lequel l'adhésion serait irréversible. La question devient alors explosive. Si Paris franchit le pas, qui suivra? L'Italie? Les Pays-Bas? Peut-être l'Autriche? Dans un tel scénario, l'effet domino pourrait s'enclencher à une vitesse inattendue. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Selon les critiques, Bruxelles mènerait une véritable offensive économique contre les gouvernements jugés trop indépendants, avec Emmanuel Macron souvent perçu comme le relais fidèle de cette ligne. La Hongrie, par exemple, verrait plus de 30 milliards d'euros bloqués. En France, d'autres pressions se feraient sentir à travers des taxes et mécanismes européens qui alourdissent la charge sur les ménages. Et en échange, peu ou pas de bénéfices visibles. Pour les partisans de Le Pen, la raison serait simple. Elle refuse de se plier docilement aux orientations imposées par Bruxelles. Indépendance de la justice dictée depuis l'extérieur, très peu pour eux. Abandonner une politique sociale décidée au niveau national, hors de question. Se voir imposer certaines tendances idéologiques venues d'ailleurs, là encore, refus catégorique. La réaction des institutions européennes, selon leurs opposants, ressemble à une stratégie d'asphyxie financière. Pendant que les coupes de champagne s'entrechoqueraient dans les salons bruxellois, de nombreux services publics en France attendent toujours des moyens supplémentaires. Hôpitaux sous pression, écoles en difficulté, grands projets d'infrastructures au ralenti. Et au milieu de tout cela, les familles tentent simplement de tenir le coup. Pour les critiques du pouvoir, cette situation s'expliquerait par une chose. Emmanuel Macron refuserait de s'opposer frontalement aux décisions venues de Bruxelles. Pourtant, Marine Le Pen ne montre aucun signe de recul. Bien au contraire, chaque nouvelle attaque semble renforcer sa détermination. Les sanctions et les critiques, loin de l'affaiblir, alimentent sa dynamique politique. Les enquêtes d'opinion lui restent favorables, son mouvement engrange des succès lors des élections européennes et une partie importante de l'opinion publique française continue de se ranger derrière elle. Dans le même temps, les institutions bruxelloises multiplieraient les initiatives pour retourner les Français contre les courants patriotiques. Mais l'effet recherché ne semble pas toujours se produire. À chaque nouvelle mesure de pression, les partisans de Le Pen y voient une confirmation de leur discours, celui d'une Union européenne qui agirait comme un pouvoir central trop autoritaire. Pour beaucoup de ses soutiens, l'image est claire. Un pays qu'ils estiment sous pression et un gouvernement issu des urnes confronté aux décisions de responsables européens qui, eux, ne sont pas directement élus par les citoyens. Cette perception renforce paradoxalement le soutien dont bénéficie la dirigeante patriotique auprès de ses électeurs. Mais une question demeure. Que se passera-t-il si cette stratégie de pression échoue? Si les sanctions censées freiner la contestation produisent l'effet inverse? Et si, en observant la situation,
D'autres nations européennes se mettaient à penser que la position française mérite d'être examinée de plus près. Prenons l'exemple d'une loi française visant à limiter certains contenus liés aux questions de genre dans les établissements scolaires. Selon ses partisans, elle répond à la volonté de nombreux parents de préserver leurs enfants de ce qu'ils considèrent comme une forme d'endoctrinement idéologique. Pourtant, à Bruxelles, la réaction a été particulièrement vive, certains responsables européens jugeant cette initiative inacceptable. Autre sujet sensible, la législation encadrant les organisations non gouvernementales et les financements venus de l'étranger. Pour ses défenseurs, il s'agit d'une mesure de transparence comparable à ce qui existe déjà dans plusieurs pays. Mais du côté de Bruxelles, certains responsables y voient un risque politique, estimant que ces règles pourraient limiter l'influence des ONG dans la société française. À ce stade, l'affrontement dépasse largement les querelles politiques classiques. Ce qui se joue ressemble davantage à un choc de vision et de valeurs. D'un côté, Bruxelles est accusée de vouloir construire une structure supranationale fortement centralisée, dirigée par des responsables administratifs non élus, appelés à gouverner des centaines de millions de citoyens à travers l'Europe. Face à cela, les partisans d'une France dite patriotique défendent une toute autre idée du continent, une union d'États indépendants capables de préserver leur culture et leurs choix politiques. Dans ce récit, les pressions économiques ne seraient pas seulement une question d'argent, mais un moyen de pousser la France à renoncer progressivement à ce qu'elle considère comme son identité nationale. Selon cette critique, les institutions européennes chercheraient à imposer leurs standards dans tous les domaines. Des décisions judiciaires alignées sur les normes de Bruxelles, un système éducatif influencé par ses orientations idéologiques, et même des politiques familiales façonnées par ses directives. Mais Marine Le Pen ne se présente pas seulement comme une opposante. Elle s'appuie aussi sur des succès politiques concrets. Résultats électoraux solides, un parti qui gagne en influence et des niveaux d'adhésion élevés malgré les attaques répétées. Dans plusieurs capitales européennes, certains observent la situation avec attention. À Rome, à La Haye ou encore à Vienne, beaucoup suivent l'évolution de ce mouvement. Lorsque la France a laissé entendre qu'elle pourrait ignorer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale visant Benjamin Netanyahou, l'épisode a provoqué des réactions immédiates. Le dirigeant israélien a salué ce soutien comme un geste de courage et de principe. À Jérusalem, l'atmosphère semblait triomphante, tandis qu'à Bruxelles, certains y ont vu un signe inquiétant de perte d'autorité. Si un État comme la France décidait réellement d'ignorer certaines décisions d'institutions internationales, de s'en éloigner ou de contester leur légitimité, cela poserait une question fondamentale. Jusqu'où ces organisations possèdent-elles un pouvoir réel? Leur influence repose en grande partie sur la coopération volontaire des nations. Sans celle-ci, leur autorité pourrait rapidement vaciller. Dans ce contexte, les décisions prises par Donald Trump contre certains juges de la Cour pénale internationale ont ajouté un nouvel élément au débat. Les États-Unis, tout comme les mouvements patriotiques européens, critiquent des règles internationales auxquelles ils estiment ne jamais avoir pleinement consenti. Pour les responsables politiques à Bruxelles et pour le camp de Macron, cette convergence d'attitudes représente un scénario particulièrement préoccupant. Les deux adversaires les plus redoutés de l'establishment européen semblent désormais agir de concert pour remettre en cause l'architecture internationale façonnée au fil des décennies. Les effets se font déjà sentir. Des dizaines de milliards d'euros immobilisés, des milliers de programmes suspendus, et même un pays qui se retrouve progressivement mis à l'écart sur le plan économique au sein de l'Union dont il fait pourtant partie. Pour les critiques de Bruxelles, ce type de relation n'a rien d'un partenariat équilibré. Ils y voient plutôt une méthode de domination comparable à celle qu'emploient des puissances contrôlant un territoire soumis. Mais un élément essentiel aurait été sous-estimé, la mémoire politique du peuple français. Cette mémoire renvoie à l'époque gaulliste et au prix payé autrefois pour préserver l'indépendance nationale. Aujourd'hui encore, beaucoup refusent de voir l'influence de Bruxelles se transformer en nouvelle forme de tutelle extérieure. Malgré les difficultés économiques, une partie importante de la population ne se détourne pas de Marine Le Pen. Au contraire, elle réclame une ligne de fermeté plutôt qu'un recul face aux pressions. Certains observateurs vont jusqu'à affirmer que si la trajectoire politique actuelle se poursuit sous Emmanuel Macron, l'hypothèse d'un Frexit pourrait devenir officielle. Pour eux, il ne s'agit plus d'une simple hypothèse théorique, mais d'un scénario possible.
Si la France parvient à tenir sur les plans financiers et politiques, l'idée d'une sortie de l'Union ne relèverait plus de l'imaginaire. Elle ressemblerait davantage à un compte à rebours. La question centrale pourrait alors changer de nature. Plutôt que de se demander si la France quittera l'Union européenne, certains commencent à se demander si l'Union elle-même pourrait résister à un tel choc. Que se passerait-il si ce départ déclenchait une réaction en chaîne? Et si d'autres pays concluaient qu'ils pourraient s'en sortir seuls? Pour ces détracteurs, Bruxelles semble répondre par des déclarations alarmées, des avertissements et des discours jugés peu convaincants. Pendant ce temps, le camp patriotique affirme avancer avec une stratégie claire. Un réseau d'alliances, une mobilisation politique et des initiatives symboliques capables, selon eux, de bouleverser l'équilibre du système actuel. Dans le même temps, la pression fiscale est souvent décrite comme atteignant des niveaux records. Entre TVA, impôts sur le revenu et différentes contributions sociales ou environnementales, la facture dépasserait les 127 milliards d'euros. Pour de nombreux travailleurs, cela donne l'impression que le salaire net se réduit de mois en mois sous le poids des prélèvements. À cela s'ajoute la hausse rapide du coût de la vie. En seulement 3 ans, le prix moyen du panier de consommation des ménages aurait grimpé de plus de 22%. Résultat, pour beaucoup de familles, la vie quotidienne ressemble de plus en plus à une lutte permanente pour maintenir un niveau de vie décent. Dans le même temps, le sentiment d'insécurité ne cesse de croître, alimenté par des chiffres qui inquiètent. En une seule année, les tentatives d'homicide auraient progressé d'environ 7%, tout comme les violences sexuelles, tandis que les réseaux liés au trafic de drogue auraient augmenté d'environ 6%. Des statistiques qui nourrissent le malaise d'une partie de la population. La jeunesse, elle aussi, semble prise dans un engrenage difficile à contrôler. Les écrans et les plateformes sociales occupent une place grandissante, souvent sans cadre efficace. Pendant ce temps, le système de retraite vacille sous le poids de déficits considérables et l'industrie nationale se fragilise. De nombreuses usines ferment ou partent s'installer dans des pays jugés plus compétitifs, comme la Chine ou l'Inde. Pour certains critiques, tout cela ressemble à une spirale organisée où les citoyens supportent la facture. Les finances publiques seraient mises à contribution, tandis que les services publics peinent à suivre face à une immigration jugée difficile à maîtriser. À cela s'ajouterait une administration européenne perçue comme lourde et paralysante pour les entreprises, ainsi que des débats idéologiques qui fragmentent la société en camps opposés. Dès lors, une question revient souvent. Pourquoi une telle trajectoire politique? Pour les plus sceptiques, la réponse tient en un mot, le pouvoir et les intérêts financiers qui l'accompagnent. Dans ce récit critique, certains accusent Emmanuel Macron et une partie de son entourage de profiter d'un système opaque. Soupçons de délits d'initiés, accords discrets avec de grandes multinationales et cession d'actifs nationaux stratégiques à bas prix. Des secteurs industriels entiers seraient affaiblis, tandis que des terres agricoles passeraient sous le contrôle de capitaux étrangers. Et pourquoi ce processus s'arrêterait-il? Pour ceux qui dénoncent cette situation, la logique serait simple. Tant que le système reste profitable et que l'opinion publique demeure divisée, entre peur, polarisation médiatique et conflits artificiels, rien ne pousse réellement les dirigeants à changer de cap. Quant aux figures ou mouvements qui ont tenté de s'opposer à cette trajectoire, ils affirment avoir payé un prix élevé. Les manifestations des Gilets jaunes, par exemple, ont été marquées par des affrontements violents avec les forces de l'ordre. D'autres personnalités politiques, comme Marine Le Pen, dénoncent également des pressions judiciaires et une hostilité médiatique qu'elles jugent orchestrée. Soyons francs, dans un système que certains décrivent comme profondément dégradé, beaucoup pensent qu'aucune réforme réelle ne verra le jour. Selon eux, la pression fiscale continuera d'augmenter, l'insécurité poursuivra sa progression et le pouvoir d'achat des citoyens continuera de s'éroder. Face à cette situation, certains avancent une idée simple. Chacun devrait avant tout protéger ses propres intérêts et ceux de sa famille, plutôt que d'attendre un changement venu d'en haut. L'objectif serait donc de gagner davantage et de reprendre un peu de contrôle sur sa vie. Mais dans un environnement jugé contraignant, la question demeure. Comment y parvenir? Travailler plus longtemps? Les heures supplémentaires sont lourdement taxées et, pour beaucoup, elles ne compensent même plus la hausse du coût de la vie. Chercher un second emploi? Beaucoup se sentent déjà épuisés par le rythme quotidien et les obligations professionnelles. Se tourner vers des solutions illégales qui pourraient entraîner des problèmes judiciaires? Évidemment non. Ce n'est ni raisonnable ni durable. Certains affirment pourtant qu'il existe une autre approche,
légal, accessible et encore peu connu du grand public. L'idée serait de découvrir des moyens alternatifs pour reprendre progressivement son indépendance financière et ne plus dépendre entièrement d'un système jugé contraignant. Dans cet esprit, un groupe privé sur Telegram a été mis en place. Les participants y partageraient différentes méthodes, des conseils pratiques et des opportunités présentées comme concrètes. L'accès est annoncé comme gratuit pour ceux qui souhaitent rejoindre la communauté avant que les conditions d'accès ne deviennent plus restrictives. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Car selon certains observateurs, cette histoire est loin d'être terminée et les bouleversements politiques en Europe pourraient arriver plus vite que beaucoup ne l'imaginent.